Je m'appelle Margot Delcourt. J'ai 75 ans et je vis seule dans un appartement ancien au cœur du Vieux-Québec, sur la rue des Remparts. Un endroit rempli d'histoire, de souvenirs et, depuis peu, d'un silence glacial que je ne comprends plus. Cela fait 2 ans que mon mari Henri est parti. Un cancer foudroyant l'a emporté en quelques mois à peine. Depuis, je m'accroche à ce qui reste. Nos albums photos, ces livres d'histoire entassés près du fauteuil, et mon fils Julien, mon unique enfant. Julien a 45 ans. Il ne vit plus ici depuis longtemps, mais il passe me voir parfois, surtout le dimanche. Il vient, il mange, il parle peu. Il a toujours été un homme réservé, mais depuis qu'il a perdu son emploi à la papeterie Domtar, il est devenu plus sombre, plus nerveux. Ce mardi-là, il est arrivé sans prévenir. Il pleuvait à verse. Dehors, les pavés luisants reflétaient la lumière blafarde des réverbères. J'étais en train de tricoter devant la télévision quand j'ai entendu frapper à la porte. J'ai sursauté. Il n'était pas censé venir ce soir. Il est entré, trempé, les épaules voûtées. Ses cheveux collaient à son front. Il m'a embrassée sur le haut du crâne. « Bonsoir, maman. Comment tu te sens ?» Une question simple, mais prononcée avec un ton étrange. Trop doux, trop calculé. Comme une vieille dame en pleine forme, ai-je répondu avec un sourire. « Mais qu'est-ce qui t'amène ?» Il n'a pas vraiment répondu. Il s'est débarrassé de sa veste mouillée, l'a suspendue maladroitement, puis a dit « Et si je te préparais ton thé ce soir ?» Je suis restée figée. Jamais, en 45 ans, Julien n'avait préparé mon thé. C'était mon petit rituel, mon moment. Du jasmin dans ma tasse blanche, celle avec les pivoines roses, toujours accompagnée de 2 petits biscuits au gingembre. Et là, sans raison, il voulait s'en occuper. Quelque chose n'allait pas. Mais j'ai hoché la tête. J'ai souri. Parce qu'on sourit toujours à son fils, n'est-ce pas ? Même quand l'instinct crie danger. Je me suis assise dans mon fauteuil. De là, je pouvais voir le reflet de la cuisine dans le miroir ancien accroché près de la bibliothèque. Mon Henri disait toujours que ce miroir voit tout. Ce soir-là, il m'a tout montré. Julien était dos à moi. Il a ouvert le placard, pris une tasse, rempli la bouilloire. Tout semblait normal, jusqu'à ce que je le voie sortir quelque chose de sa poche. Un petit comprimé blanc. Il l'a fait tomber dans ma tasse. Mon cœur a raté un battement. Je n'ai pas bougé. J'ai cessé de respirer. Mes yeux fixaient le miroir, mes doigts agrippaient les accoudoirs. Il ne savait pas que je le voyais. Il a remué doucement le thé, longtemps. Puis a senti la tasse. Il a jeté un rapide coup d'œil vers le couloir. J'ai baissé les yeux juste à temps. Il n'a pas vu mon reflet. Il a rangé la cuillère. Essuyé le bord de la tasse. Parfait. Calculé. Comme s'il faisait cela pour la 2e fois. Quand il est entré dans le salon, il avait ce sourire étrange, presque tendre. « Tiens, maman, bien chaud, comme tu l'aimes. » Je l'ai remercié. J'ai pris la tasse. Mes mains tremblaient légèrement. Je me suis sentie trahie dans chaque cellule de mon corps. Mais j'ai bu. Enfin, j'ai fait semblant. Je tenais cette tasse brûlante dans mes mains, comme si elle était soudainement devenue une bombe à retardement. Chaque goutte que j'aurais dû avaler me semblait être un poison. Littéralement. Mais j'ai gardé le masque de la mère aimante, le masque de celle qui ne soupçonne rien. J'ai levé la tasse à mes lèvres. J'ai soufflé sur la vapeur. J'ai laissé le liquide effleurer mes lèvres. Et j'ai dit « Parfait, comme toujours ». Julien m'observait. Il s'était installé dans le fauteuil en face de moi, pas à côté comme d'habitude. En face, comme un témoin ou un bourreau, il n'a rien dit. Il se contentait de me fixer, un sourire discret,
une lueur étrange dans les yeux, un calme presque clinique, comme s'il attendait que quelque chose se produise. « Tu veux un biscuit ?» ai-je tenté pour briser cette tension insoutenable. « Non merci, maman, repose-toi. Tu as l'air fatiguée, fatiguée. » C'était devenu un refrain inquiétant, comme s'il essayait de me convaincre que j'étais déjà à moitié endormie, déjà partie. J'ai feint une légère somnolence, tout en m'activant intérieurement. Je faisais mine de boire, gorgée après gorgée, mais je vidais lentement le contenu dans le pot de ficus près de mon fauteuil à chaque fois qu'il détournait les yeux. Le goût était amer. Il n'y avait pas le parfum délicat du jasmin habituel. Il y avait autre chose que je ne pouvais pas nommer, quelque chose de froid, d'anormal. Julien a continué à parler, de tout et de rien, de la météo, de son ancien patron à l'usine, du prix des loyers à Québec. Mais ces mots flottaient dans l'air comme une brume mensongère. Je n'écoutais pas, je comptais les secondes. Je mesurais les silences. Je analysais chaque mouvement de ses mains, de ses yeux, de sa voix. Puis il a dit une phrase qui m'a glacé le sang. « Tu sais, maman, parfois je me demande si tu es vraiment heureuse toute seule ici. Tu ne trouves pas que tu mérites un peu de repos, un vrai repos ?» Je me suis forcée à sourire. Un sourire qui m'a coûté plus cher que tous les autres en 75 ans de vie. Je me repose très bien, tu sais. Le silence, la pluie, mon tricot, c'est suffisant pour une vieille dame. Mais à l'intérieur de moi, je hurlais. Chaque fibre de mon corps criait que quelque chose allait se passer ce soir, que cette tasse n'était que le début, que le pire était encore à venir. Vers 21h45, j'ai posé la tasse sur la table basse, vide. Enfin, en apparence, je suis épuisée, ai-je dit en me levant. Je vais me coucher, mon chéri. Julien s'est levé aussi, presque trop vite. Bien sûr, maman, dors bien. Je vais rester un peu devant la télé. Je fermerai la porte derrière moi. Ce n'était pas son habitude. Il ne restait jamais. Il partait toujours après le thé. Et ce soir, il voulait attendre. Il avait besoin de s'assurer que j'étais endormie. Je suis allée dans ma chambre, mais je n'ai pas dormi. Je me suis allongée, tout habillée, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Chaque battement de mon cœur cognait contre mes côtes. Puis j'ai laissé la porte entr'ouverte, juste assez pour observer sans être vue. Je l'ai vu, dans le salon, se lever, marcher nerveusement, parler au téléphone. Sa voix était basse, presque un murmure, mais j'ai reconnu dans son ton une chose que je n'avais jamais entendue avant, la panique mêlée à l'impatience. Je n'ai pas compris tous les mots, mais certains sont restés imprimés dans ma mémoire. Oui, elle l'a bu. C'est en train d'agir, je te jure, juste un peu plus de temps. Il n'était pas seul. Il parlait à quelqu'un d'autre. Un complice, une tierce personne qui attendait quelque part que je ne sois plus en état de bouger. Et moi, allongée dans l'ombre de ma propre chambre, je réalisais que ce que je croyais être une soirée étrange allait devenir une nuit de survie. Je suis restée allongée sur mon lit, sans bouger, mes yeux fixant l'ouverture de la porte, comme si j'étais encore cette petite fille qui avait peur du monstre dans le couloir. Sauf que cette fois, le monstre portait le visage de mon propre fils. Chaque seconde passait comme une heure. Mes mains tremblaient, mais je les gardais sous la couverture, loin de la lumière. Je ne voulais pas qu'il devine que j'étais éveillée. Pas encore. Je me suis concentrée sur ce que j'avais entendu. Elle l'a bu. C'est en train d'agir. Juste un peu plus de temps. Je n'avais plus aucun doute. Julien n'était pas là pour me faire plaisir. Il n'était pas venu par tendresse, ni par souci. Il était venu finir quelque chose. Mais quoi exactement ? Une assurance ? Une dette ?
un règlement de compte avec la vie, ou juste cette lassitude que certains enfants développent quand leurs parents deviennent un poids dans leurs pensées. Je devais agir, mais sans le provoquer. Il était encore dans le salon, pensant que j'étais sous l'effet du sédatif. Je n'avais qu'un seul atout. Il me croyait déjà à moitié parti. Je me suis levée sans bruit. Je connaissais les planches qui grincent. Je les ai évitées comme si je dansais sur un fil. Mon objectif était clair. Le téléphone fixe dans la cuisine. Mon portable était déchargé. Je l'avais oublié au fond de ma sacoche, et à mon âge, je ne l'utilisais presque plus. Je suis passée par le couloir sombre, sans lumière, mes doigts glissant sur le papier peint. Le salon était à moitié éclairé par la télévision. Julien était assis, le regard vide, la jambe tremblante. Il ne m'a pas vue. Je suis entrée dans la cuisine, et là, j'ai saisi le combiné noir à fil, ce vieux téléphone mural que Henri refusait de changer. J'ai composé le numéro de la police à l'aveugle, le souffle court, le cœur battant. Mais rien. La ligne était coupée. Je suis restée figée, la main crispée sur l'appareil. Julien avait prévu ça aussi. Il avait débranché le téléphone. J'ai senti une bouffée de panique me monter à la gorge. Une bouffée acide, incontrôlable. Mais je ne pouvais pas céder à la peur. Pas maintenant. Alors j'ai fait ce que mon instinct m'a hurlé de faire. J'ai saisi le sachet de thé vide dans la poubelle et l'ai mis dans la poche de mon cardigan. Il me faudrait une preuve, un indice, quelque chose à montrer si je survivais à cette nuit. Puis, j'ai ouvert le tiroir à couvert, doucement, et là, entre les fourchettes et les louches, j'ai trouvé le petit canif de cuisine, celui que j'utilisais pour éplucher les pommes. Je l'ai pris. Il ne valait rien contre un homme, mais au moins, j'avais ça, quelque chose, un morceau de contrôle. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu le parquet craquer. Il se levait. Je me suis retournée, mon cœur bondissant dans ma poitrine. « Maman » a-t-il appelé doucement. « Tu n'es pas couchée » Je n'ai pas répondu. J'ai reculé vers le coin de la cuisine. L'ombre de son corps est apparue dans l'encadrement de la porte. Il ne m'avait pas encore vu clairement. Alors j'ai fait la seule chose possible. J'ai oublié de prendre mon somnifère, ai-je dit d'une voix traînante, et j'avais une petite soif. Rien de grave. Il est resté là, dans le silence. Puis il a esquissé un petit sourire. « Tu veux que je t'aide à remonter ?» Chaque mot sonnait faux. Chaque syllabe pesait comme une menace. « Non, ça ira. » Je retourne me coucher. Je suis repassée près de lui. Le canif bien caché sous mon pull, le sachet de thé dans la poche, et le cœur rempli de doutes et de certitudes à la fois. Je savais maintenant que je n'étais plus en sécurité chez moi, et que Julien n'était plus vraiment mon fils. Je suis remontée dans ma chambre, les jambes molles comme du coton mouillé. Chaque marche semblait hurler sous mes pas, comme si la maison elle-même voulait trahir ma présence. J'ai refermé doucement la porte, puis j'ai glissé la commode devant, lentement, en retenant mon souffle. C'était absurde. Bouger un meuble à 75 ans, mais je ne pensais plus en termes de logique, je pensais en termes de vie ou de mort, et je n'arrêtais pas de revoir ce moment, Julien, dans la cuisine, glissant ce comprimé blanc dans ma tasse. Julien, au téléphone, affirmant que ça agit. Julien coupant la ligne. Julien, attendant que je m'éteigne. J'ai pris le petit canif entre mes doigts, pas plus grand qu'un stylo. Mais dans l'obscurité de ma chambre, c'était comme tenir une épée de feu. Je n'étais plus juste une vieille femme, j'étais une mère blessée, acculée. Et une mère acculée, c'est plus dangereux qu'on ne le croit. Je me suis assise sur mon lit, dos au mur. Je ne dormirais pas cette nuit. Je ne pouvais pas. Je devais comprendre. Pourquoi ?
Pourquoi ferait-il ça? Julien, mon bébé, celui que j'ai élevé seul, pendant que Henri travaillait jour et nuit, celui pour qui j'ai sauté des repas pour qu'il ait ses jouets à Noël, celui pour qui j'ai menti à mes propres parents pour couvrir ses échecs scolaires, celui pour qui j'aurais donné ma vie sans hésiter. Je me suis tournée vers ma table de nuit, j'ai pris un vieux carnet à spirale, jauni par le temps. C'était mon journal, pas celui dans lequel j'écrivais chaque jour, je n'avais jamais eu cette discipline, mais celui dans lequel j'avais noté des dates, des phrases, des mots, des blessures. Je l'ai ouvert et j'ai relu. Tout était là. Les disputes, les jours où Julien avait demandé de l'argent en prétextant une urgence, les fois où je l'avais surpris à fouiller dans le secrétaire d'Henri, la fois où j'avais trouvé une enveloppe vide dans ma commode alors que j'y avais caché quelques économies. J'avais tout noté et je n'avais rien voulu voir. L'amour maternel est parfois un bandeau sur les yeux. Ce soir, j'arrachais le bandeau. Il n'y avait pas qu'un drame en cours. Il y avait une construction lente, patiente, perverse, et j'en étais la cible finale. Je me suis relevée. J'ai fouillé dans le tiroir du bas. J'y ai trouvé l'enveloppe de la mutuelle. J'ai relu les termes de mon contrat d'assurance vie. Et là, je l'ai vu, clause bénéficiaire. Julien Delcourt, fils. Un frisson m'a traversé. Soudain, tout s'éclairait. Julien n'avait pas seulement besoin que je disparaisse. Il avait besoin que je parte sans poser de questions, sans procès, sans enquête. Un départ discret, un arrêt cardiaque dans le sommeil, une mort paisible. Et lui, héritant des 160 000 $ de l'assurance. C'était ça, son plan. Je me suis assise, écrasée par le poids de cette vérité, mais pas anéantie. Car s'il pensait que sa mère allait mourir dans le silence, il avait oublié à qui il avait affaire. Le reste de la nuit s'était tiré comme une corde tendue entre deux falaises. Je suis restée là, droite dans mon lit, le dos calé contre les coussins, le canif sur mes genoux, le carnet ouvert sur la dernière page. Je n'ai pas fermé l'œil. Et pourtant, je n'étais pas fatiguée. J'étais en alerte, comme jamais depuis des décennies. J'entendais Julien bouger en bas, des pas feutrés, des va-et-vient entre le salon et la cuisine. Et puis ce silence chargé, celui d'un prédateur qui attend que sa proie s'endorme. Vers 4 heures du matin, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, puis se refermer. Il était parti. Pas un mot, pas un au revoir, pas même un claquement de talons dans l'escalier. Il avait sans doute compris que quelque chose n'avait pas marché, que je n'avais pas sombré comme il l'avait prévu. Mais il ne savait pas encore que moi, j'avais compris tout le reste. Je suis descendue à pas lents. J'ai remis la tasse à sa place, rangé le sachet de thé vide dans une pochette plastique et l'ai caché dans la doublure de mon manteau. Puis, j'ai appelé Lucille. Lucille, c'est ma voisine d'en face. Une femme de 80 ans, ancienne infirmière militaire, veuve elle aussi, et surtout ma seule alliée possible. Elle a décroché aussitôt, malgré l'heure. Margot, il est 5 heures du matin. Je crois que mon fils essaie de me tuer, ai-je dit, la voix posée, presque calme. Il y a eu un silence. Puis, je mets mes bottes, j'arrive. Moins de 2 minutes plus tard, elle était là, en peignoir, les cheveux attachés à la hâte, une lampe torche à la main. Elle n'a pas posé de questions. Elle m'a regardée. Elle a vu dans mes yeux que je ne délirais pas. Je lui ai tout raconté. Le comprimé, le miroir, le téléphone coupé, le thé, l'appel dans le salon, l'assurance, tout. Elle n'a pas sourcillé. Puis, sans un mot, elle s'est dirigée vers mon frigo, en a sorti une petite boîte blanche, l'a ouverte et en a sorti un flacon. Je pense qu'il a glissé un somnifère de cette famille-là, a-t-elle dit. Peut-être un mélange,
S'il t'avait drogué lentement, sur plusieurs jours, tu aurais pu finir par tomber sans qu'aucun médecin ne s'étonne. Je l'ai regardé, abasourdi. Tu crois qu'il avait prévu de revenir ce matin et... Elle a hoché la tête. Pour vérifier, pour découvrir ton corps, pour jouer au fils dévasté, peut-être même avec des larmes prêtes sous la paupière. Et là, j'ai dit les mots que je n'aurais jamais cru prononcer. Je dois le faire arrêter. Mais Lucille m'a prise par le bras, doucement. Pas tout de suite. Pas comme ça. Si tu veux qu'il paie, il faut le prendre au bon moment. Il a failli t'avoir avec un plan. À nous d'en faire un meilleur. Cette nuit-là, une vieille femme et une infirmière retraitée ont passé le reste de l'aube à préparer un piège. Pas pour se venger dans la violence, mais pour que la vérité éclate et que plus jamais une autre mère ne se taise. Le lendemain matin, j'ai ouvert mes volets comme si de rien n'était. Le ciel était d'un gris terne, mais à l'intérieur, quelque chose en moi brillait à nouveau. Pas de la joie, pas de la paix, de la lucidité. Je n'étais plus une mère en train de mourir doucement dans son salon. J'étais une femme qui allait faire tomber son fils à sa manière. Lucille m'avait donné une idée. Elle m'avait dit « On ne va pas le dénoncer tout de suite. On va d'abord lui tendre un miroir si net qu'il ne pourra plus fuir ce qu'il est devenu. » Et c'est ainsi qu'a commencé mon petit théâtre. J'ai préparé le déjeuner comme si de rien n'était. J'ai envoyé à Julien un message doux, comme une mère inquiète. « Bonjour mon trésor. Merci pour ta visite d'hier soir. J'ai dormi comme un bébé grâce à ton thé. Tu es vraiment un ange. On se revoit bientôt ?» Il a répondu 1 heure plus tard. « Avec plaisir, maman. Je suis content que tu te sentes bien. » Je pouvais presque entendre son soupir de soulagement à travers l'écran. Il pensait que tout allait rentrer dans l'ordre, que son échec n'était qu'un contretemps. Mais moi, je comptais chaque mot, chaque virgule, chaque silence. Le lendemain, j'ai demandé à Lucille de m'accompagner discrètement à la pharmacie. Là-bas, je me suis procuré un test urinaire de dépistage de substances sédatives. Les pharmacies de Québec en ont parfois pour les personnes âgées sous traitement. À peine rentrée, j'ai prélevé un échantillon. Résultat, positif à un somnifère puissant, rarement prescrit aux personnes âgées à cause des risques cardiaques. Je tenais ma première preuve biologique. Mais ce n'était pas tout. Lucille, de son côté, avait parlé à un ancien collègue infirmier urgentiste, aujourd'hui reconverti en expert toxicologue privé. Il acceptait parfois, à titre bénévole, d'analyser discrètement des résidus. On lui a fait parvenir le sachet de thé imbibé dans une enveloppe anonyme, avec un mot « Pourriez-vous confirmer s'il y a trace de benzodiazépine dans ce filtre ?» C'est pour une personne âgée soupçonnant une mauvaise manipulation. Il a répondu 2 jours plus tard. Présence détectée. Substance non identifiée précisément, mais les marqueurs sont clairs. Prudence recommandée. J'avais ma 2e preuve, et pendant ce temps, Julien continuait de me rendre visite. Il était redevenu affectueux, prévenant, me rapportait des pâtisseries, me proposait de ranger la cave, de m'aider avec les papiers. Il voulait réintégrer ma confiance. Mais moi, je jouais mon rôle à la perfection. Je riais à ses blagues, je le touchais doucement sur la main, je lui préparais des tartes aux pommes, et surtout, je filmais. Un vieux téléphone portable, caché dans la bibliothèque, caméra tournée vers le canapé. J'y ai capté des images de lui mettant la table avec des couverts qu'il ne touchait jamais. J'y ai enregistré sa voix lorsqu'il a dit « Tu n'as pas bu ton thé la dernière fois. J'espère que tu vas le finir ce soir, hein ?» Petit à petit, le piège se refermait. Mais je savais que ce ne serait pas suffisant. Il fallait qu'il avoue.
qu'il dise avec ses mots ce qu'il avait tenté de faire. Et pour cela, il allait falloir provoquer la conversation de trop. Le vendredi suivant, j'ai invité Julien à dîner. Je l'ai fait avec la même voix douce, le même ton joyeux. J'ai même ajouté une petite touche affective dans mon message. J'ai fait ta tarte aux myrtilles préférée. Viens tôt, je t'attendrai comme quand tu étais petit. Il a répondu presque aussitôt. J'arrive vers 19h, trop hâte. Ce cœur, ironique, non ? D'un côté l'amour, de l'autre la main sur la seringue invisible. Lucille est venue m'aider à tout préparer. Elle savait qu'il s'agissait de la scène finale. Nous avons placé 2 caméras cachées, une dans l'horloge ancienne de Henri, une autre dans le miroir du buffet, légèrement inclinée vers la table. J'avais aussi glissé mon dictaphone numérique dans un petit vase sur la cheminée. Tout était prêt. Quand Julien est arrivé, il m'a prise dans ses bras, et moi, je l'ai serré plus fort que jamais. Pas par amour, par deuil. Le deuil de ce que j'avais perdu bien avant qu'il ne verse quoi que ce soit dans mon thé. Le dîner a commencé calmement. J'ai ri à ses anecdotes. Il m'a complimenté sur mes pommes de terre rôties. Tout était délicieusement faux. Puis j'ai dit « Julien, tu as toujours été un garçon intelligent. Mais je me demande parfois jusqu'où irait cette intelligence si elle était mal utilisée. » Il a haussé un sourcil, surpris. « Tu veux dire quoi, maman ?» J'ai souri, le genre de sourire qui donne froid. Je veux dire, imagine une situation, une simple hypothèse. Imagine un fils qui en apparence aime sa mère, mais qui, disons, attendrait son héritage et qui déciderait de forcer un peu les choses. Il a pâli, juste un peu. Mais moi, je ne regardais que ça. Il a voulu rire. « Tu regardes trop de films, maman. On dirait un polar français des années 80. » Et s'il y avait une assurance vie, Une belle somme, suffisante pour acheter une maison, effacer quelques dettes, recommencer ailleurs. Tu crois que ce fils pourrait glisser quelque chose dans un thé, par exemple ? Silence. Long. Insoutenable. Puis il a posé ses couverts. Lentement. Tu m'accuses de quoi exactement, là ? De rien, Julien. Ce n'est qu'un jeu, hypothétique, et c'est là qu'il a craqué. Pas complètement, pas violemment, mais dans le regard. Il s'est redressé, il a croisé les bras, et il a dit, d'un ton cassant, « Tu ne comprends pas ? Tu n'as jamais compris. Je t'ai demandé ton aide des dizaines de fois. Tu disais toujours, je n'ai pas les moyens, je n'ai que ma retraite. Je t'aime, mais je ne peux pas. » Il a frappé du poing sur la table. Et maintenant tu vis tranquille dans cette maison, avec des souvenirs et des rideaux en dentelle, pendant que moi, je me noie. Ma voix s'est faite aussi froide que la porcelaine devant moi. Alors tu as pensé que je valais plus morte que vivante. Il a rougi. Son souffle s'est accéléré. Je ne voulais pas, je voulais juste te soulager, que tu partes paisiblement. C'était pas une punition. Et là, je l'ai regardé dans les yeux, droit dans l'âme, et j'ai dit, tu as essayé de tuer ta propre mère, Julien, pour de l'argent, pour du confort, pour un peu de paix dans ta vie de lâche. Il a voulu se lever, partir. Mais je l'ai devancé. Assieds-toi. Regarde ce buffet, cette horloge, ce vase, ce n'est pas de la décoration. C'est la vérité qui t'observe. Il a compris. Il a regardé autour de lui, les caméras, les objets, le piège. Il s'est affaissé dans sa chaise, écrasé, et il a murmuré « Qu'est-ce que tu vas faire ? Me dénoncer ? M'envoyer en prison ?» Je me suis levée, j'ai ramassé mon assiette, puis la sienne. Et en allant vers l'évier, j'ai dit calmement « Je ne vais pas te dénoncer, pas encore, je vais attendre, te laisser mariner.
te regarder avoir peur chaque jour, et quand je verrai dans tes yeux que tu regrettes vraiment, alors peut-être je déciderai ce que vaut ton pardon. » Julien est resté assis là, sans un mot, pendant que je débarrassais. Il n'a pas levé les yeux, pas tenté de se justifier. Il savait. Il avait tout compris. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie puissante. Pas en raison de la vengeance, non, mais parce que j'avais repris quelque chose qu'il m'avait volé sans que je m'en aperçoive, le droit de choisir. Quand il s'est enfin levé, il a voulu ouvrir la bouche. Mais je lui ai fait un signe de la main, un petit geste sec, ferme, presque affectueux. Inutile, Julien. Les mots n'ont plus d'importance maintenant. Ce sont tes actes qui parleront à ta place. Il a baissé les yeux comme un enfant pris en faute, puis a quitté la maison, en silence, refermant doucement la porte derrière lui. Pas de claquement, pas de cri, juste le vide, suspendu. Lucille est arrivée 10 minutes plus tard. Elle a regardé les enregistrements avec moi. Elle n'a pas dit un mot jusqu'au bout. Puis elle a soufflé. Il n'est pas seulement dangereux, il est malade de quelque chose qu'on ne soigne pas avec des médicaments. Je n'ai pas répondu. Les jours suivants, Julien n'a pas donné de nouvelles, pas de messages, pas d'appels. Mais moi, j'ai continué à vivre. Je suis sortie faire mes courses. J'ai rejoint le club de lecture du jeudi. J'ai même repris la peinture à l'huile que j'avais laissée tomber depuis la mort d'Henri. Et surtout, j'ai tout envoyé à mon notaire, les vidéos, l'analyse toxicologique, les notes de mon carnet, la copie de mon contrat d'assurance. Je lui ai demandé de modifier la clause bénéficiaire. Je ne veux pas qu'il touche un centime s'il m'arrive quelque chose. Il a approuvé sans poser de questions. Puis, dans un élan d'ironie, j'ai même envoyé à Julien une photo de moi, souriante, dans mon jardin, un pinceau à la main, avec ce simple message : « La vie continue, mon fils. J'espère qu'un jour, la tienne aussi prendra un vrai départ. » Il n'a pas répondu. Mais quelques jours plus tard, une enveloppe est arrivée. Une lettre manuscrite, de lui. Je l'ai ouverte avec prudence, comme on désamorce une bombe. « Maman, je ne sais pas ce qui m'a pris, ce que j'ai tenté de faire, je n'ai pas de mots. Je ne suis pas digne d'être ton fils. Je vis dans un hôtel miteux, je n'arrive plus à dormir. Chaque nuit, je revois ton regard, pas celui du piège, celui d'avant, quand j'étais petit et que tu me couvrais après les cauchemars. Je suis tombée bas, et c'est moi qui ai creusé le trou. Je ne te demande pas de me pardonner, je veux juste que tu saches que je vis avec ce poids et que je ne remettrai plus jamais les pieds chez toi. Julien. » J'ai relu cette lettre 10 fois. Puis je l'ai rangée dans mon carnet, à la toute dernière page. Pas pour me souvenir de sa douleur, mais pour me rappeler que même ceux qui nous trahissent peuvent un jour tomber face à leur propre reflet. La lettre de Julien m'a laissé étrangement calme, pas soulagée, pas triste, juste, débarrassée. Comme si son aveu, même tardif, même lâchement envoyé par courrier, avait ôté une pierre de mon dos. Pas parce qu'il regrettait, je ne lui faisais pas ce crédit, mais parce qu'il reconnaissait enfin ce que moi seul savais jusqu'alors. Il ne reviendrait pas, et cela ne me brisait pas, cela me libérait. J'ai passé plusieurs jours à trier la maison. J'ai vidé le grenier, brûlé de vieilles lettres, donné des vêtements, des livres, même des souvenirs que je pensais garder jusqu'à la fin. J'ai conservé une boîte, une seule. À l'intérieur, une photo de Julien bébé, un bracelet d'hôpital et un petit mot qu'il m'avait écrit à l'école primaire. « Maman, tu es la plus gentille du monde. Je veux jamais que tu meures. » J'ai lu cette phrase comme on lit une phrase d'un enfant disparu. Et puis, j'ai fait ce que je n'aurais jamais pensé faire avant tout ça.
je suis allée voir un avocat spécialisé en succession sensible. Pas pour me venger, pas pour poursuivre Julien, mais pour réorganiser ma vie et ma mort à venir en toute clarté. Je veux qu'en cas de décès, ma maison serve à héberger des femmes âgées, seules, comme moi, sans famille ou dans des situations fragiles, ai-je dit calmement. Il m'a regardée avec surprise. « C'est une très belle chose, Madame Delcourt. » J'ai souri. C'est une décision utile, contrairement à un héritage versé à un fils qui attendait ma mort comme un virement automatique. Il a hoché la tête, puis pris note de mes volontés. À partir de ce jour, mon héritage eut un sens. Pas une dette, pas une récompense, une semence, un geste pour des inconnus, qui ne me trahiraient pas. Lucille m'a aidé à organiser la première réunion de ce qui deviendrait plus tard les Jardins de Margot, une association informelle d'entraide entre veuves, retraitées, femmes oubliées de la société. Nous étions 6, puis 8, puis 12. Chaque jeudi après-midi, on se retrouvait autour de gâteaux secs, de thé bien surveillé cette fois-ci, et de confidences entre vieilles âmes cabossées. Certaines pleuraient, d'autres riaient, mais toutes, sans exception, disaient la même chose. C'est la première fois depuis longtemps que je me sens vivante. Et moi, je pensais, moi aussi. Et pour la première fois, je ne dois cette vie à personne d'autre qu'à moi-même. Mais tout n'était pas fini. Car un jour, au marché, parmi les cajots de pommes et les étals de fromage, je suis tombée sur un homme que je n'avais pas vu depuis plus de 50 ans. Il s'appelait Victor. Et à l'époque, il m'avait demandé en mariage avant que je ne choisisse Henri. Il m'a reconnue, il m'a souri, et il m'a dit « Tu n'as pas changé, juste un peu plus de feu dans le regard. » Je ne savais pas si c'était un compliment, mais j'ai ri. Et ce rire-là n'avait rien de défensif. Victor. Il portait un béret, le même genre que dans ses 20 ans, et tenait dans ses mains une botte de qu'il semblait oublier en me regardant. Ses yeux étaient restés les mêmes, noisettes avec un éclat rieur, mais c'était surtout sa voix qui m'a frappée. Elle avait ce timbre, celui que l'on garde en mémoire même après des décennies de silence. Margot Delcourt, si on m'avait dit que je te recroiserais entre 2 courgettes. J'ai souri, vraiment, un sourire sincère, un sourire que je ne m'étais pas autorisé depuis si longtemps que mes joues en avaient oublié le chemin. Et toi, Victor Gallois, tu n'as toujours pas appris à faire les marchés discrets ? Il a ri, un vrai rire, franc, décomplexé. J'ai peut-être oublié l'art de la discrétion, mais j'ai pas oublié celui de reconnaître une femme que j'ai aimée, même de dos. Il a proposé qu'on prenne un café, j'ai accepté, sans réfléchir, sans me protéger. Et c'était peut-être ça, le signe le plus clair que quelque chose en moi était redevenu vivant. On s'est installé à la terrasse d'un petit bistrot du coin, celui où je venais souvent avec Henri autrefois. Je craignais que les souvenirs ne viennent m'envahir, mais étrangement, non. Ce jour-là, ce café n'appartenait à personne. Il nous accueillait, simplement. Victor a parlé de sa vie, de sa femme, décédée 3 ans plus tôt, de ses enfants, partis loin, de ses journées rythmées par la lecture, les promenades et parfois une solitude qui lui pesait plus qu'il ne voulait l'admettre. Et moi, je lui ai parlé de mon club du jeudi, des jardins de Margot, des tartes, du silence de ma maison, devenu doux au lieu d'être pesant. Je ne lui ai pas parlé de Julien, pas ce jour-là. Je voulais que cette rencontre soit pure, exempte de venin. Je voulais qu'elle soit à moi, pas une conséquence de l'horreur passée. Quand il m'a proposé de me raccompagner jusqu'à chez moi, j'ai hésité. Pas parce que j'avais peur,
mais parce que j'avais oublié ce que c'était d'avoir quelqu'un qui marche à son rythme à côté de moi sans rien demander. Il m'a tendu le bras, galant, et j'ai glissé ma main contre la sienne. Ce n'était pas un frisson, ce n'était pas un bouleversement, c'était un apaisement. Arrivé devant ma porte, il s'est arrêté. « Tu sais, Margot, j'ai toujours regretté que tu choisisses Henri, pas parce que je pensais être mieux, mais parce que je n'ai jamais cessé de me dire qu'on aurait bien ri ensemble, même vieux. Je l'ai regardé, et j'ai répondu « Et si on rattrapait le temps perdu, même à notre âge ?» Il n'a rien dit. Il a simplement levé les yeux vers moi, et ce que j'y ai lu, ce n'était pas du désir, c'était du respect, une sorte d'admiration tranquille, silencieuse, comme une promesse qu'il ne forcerait jamais rien. Il est reparti, sans baiser, sans geste déplacé, mais avec une promesse dans le regard. Et moi, je suis restée là, devant ma maison, le cœur étonnamment léger. J'ai attendu d'être à l'intérieur pour prendre mon carnet et y écrire. Chapitre 10. Une trahison peut tuer. Mais parfois, un regard suffit à ramener l'oxygène. 3 semaines s'étaient écoulées depuis ma rencontre avec Victor. 3 semaines de petits cafés, de promenades sans but, de silences agréables. Jamais il n'avait essayé de prendre plus que ce que je lui offrais. Il était simplement là. Et cela suffisait à ébranler doucement les murs que j'avais construits autour de moi. Je pensais que ma vie avait trouvé une nouvelle cadence. Calme, fluide, libérée. Mais ce jeudi matin, alors que je préparais une tarte aux abricots pour notre réunion du club, on a frappé à la porte. Je n'attendais personne. Lucille venait toujours sans frapper. Victor me prévenait. Le facteur passait l'après-midi. J'ai ouvert, et là, je l'ai vu. Julien, amaigri, le regard cerné, les mains tremblantes. Il portait une veste trop grande et une valise cabossée à ses pieds. Il n'a pas souri, il n'a pas pleuré, il n'a rien dit pendant plusieurs secondes. C'est moi qui ai parlé la première. « Tu es en retard, tu as raté 3 saisons de ma vie. » Il a baissé les yeux. « Je n'ai nulle part où aller. » Silence. Pas de supplication, pas d'excuses, pas encore. Je l'ai laissé entrer, pas par faiblesse, par curiosité. Je voulais voir jusqu'où il était tombé, et s'il avait commencé à remonter autrement qu'en s'excusant. Assis dans le salon, il a posé sa valise près du canapé. Il ne m'a pas demandé d'eau, ni de café, il fixait le sol. Je dors dans une auberge de jeunesse depuis 2 semaines. Avant ça, c'était pire. J'ai tout perdu. Mes amis, mon boulot. Même Julie m'a quittée. J'ai écouté, sans mots. Je ne comptais pas lui faciliter la confession. Il devait la traverser seul. Puis il a levé les yeux vers moi. Tu avais raison. Je valais plus mort que vivant à ce moment-là. Mais j'ai compris quelque chose de pire. Je ne vaux rien si je reste ce que j'étais. Il a sorti une enveloppe de sa poche. Je suis allée voir un psychiatre. J'ai commencé un traitement. Je suis aussi allée voir un curé, même si je ne crois pas trop. Il m'a dit « Demande pardon, mais accepte aussi que l'autre ne te le donne jamais. » Il m'a tendu l'enveloppe. C'est pour toi, une lettre, pas une justification, une mise à nu. Je l'ai prise sans l'ouvrir. Et j'ai dit simplement « Tu ne dormiras pas ici. Il y a un foyer à 3 rues d'ici. Je peux t'aider à les appeler. Mais tu ne franchiras plus la nuit dans cette maison sans que je t'y invite. » Il a acquiescé. Il s'y attendait. Peut-être même l'espérait-il. Parce que dans mon refus, il y avait plus de respect que dans tous mes silences d'avant. Avant qu'il parte, je lui ai demandé « Pourquoi es-tu revenu vraiment ?» Il m'a regardé longtemps. « Parce que je veux que mon fils, si un jour j'en ai un, ne découvre pas que j'ai laissé mourir sa grand-mère sans avoir demandé pardon. » Puis il est sorti,
sans cri, sans drame, juste un homme en ruine essayant de reconstruire une seule brique à la fois. Ce soir-là, j'ai lu sa lettre. 3 pages d'une écriture tremblante, honnête, dure. Il n'a pas nié. Il n'a pas enjolivé. Il a simplement tout mis à plat avec cette dernière phrase « Tu m'as donné la vie une fois. Je sais que je ne mérite pas de te la demander une seconde fois, mais j'espère que tu me laisseras, un jour, t'aider à porter la tienne. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai laissé la lettre sur la table, visible, comme un rappel que même les cendres peuvent parfois devenir engrais. Les jours qui ont suivi le retour de Julien n'ont pas été remplis d'angoisse, comme je l'aurais cru autrefois. Non, ils ont été légers, étrangement, comme si le fait de l'avoir vu brisé, debout, mais sans venin dans la bouche, avait permis à mon cœur de battre à un autre rythme. Je ne lui ai pas écrit, je ne l'ai pas appelé, mais j'ai glissé sa lettre dans un carnet neuf, un carnet vierge, sans les griffures du passé. Pas pour lui donner une place dans ma vie, mais pour me rappeler que même le pire peut être écrit à l'encre et non au couteau. Le club du jeudi s'est agrandi. Nous étions 16, puis 20. Des femmes âgées, divorcées, abandonnées, parfois tout simplement invisibles. Et chaque semaine, je les regardais reprendre forme. Certaines ont retrouvé des contacts avec leurs enfants, d'autres ont déménagé. L'une d'entre elles a même repris des cours de chant lyrique. Moi, j'ai recommencé à peindre des visages. Pas ceux des gens. Non. Des visages imaginés. Des femmes aux yeux vides et aux bouches ouvertes, comme si elles venaient enfin de reprendre la parole. Un jour, Victor est passé pendant que je terminais une toile. Il a regardé en silence, puis m'a dit « Tu ne devrais pas cacher ça. Elles ont quelque chose à dire, tes femmes de papier. » Je lui ai souri. Elles disent ce que je tais. Il a posé une main sur mon épaule. Pas pour me consoler, pour m'ancrer. Puis il a ajouté « Tu sais que je t'aime ? Je ne te demande rien. Je veux juste que tu le saches, même si ça n'ira jamais plus loin qu'un café et une promenade. Tu m'as redonné quelque chose que j'avais perdu depuis la mort de Claire, l'élan, le droit d'exister avec quelqu'un, même doucement. J'ai senti une chaleur dans ma poitrine que je n'avais pas invitée, mais je ne l'ai pas repoussée. Je l'ai laissé entrer. Julien, de son côté, a envoyé une carte postale. Oui, une simple carte postale. J'ai été acceptée dans un programme d'aide à la réinsertion. J'ai trouvé un petit boulot dans une librairie. Je vis dans un foyer. J'essaie d'être digne de mon nom. PS. J'ai lu Camus. Je comprends enfin ce que tu aimais chez lui. Merci quand même. Je l'ai posé sur la cheminée, ni comme un trophée, ni comme un symbole. Juste comme une trace d'effort. 1 mois plus tard, j'ai reçu une invitation. Une exposition locale avait entendu parler de mes portraits, grâce à Victor. Il voulait en exposer 6. Je me suis sentie gênée, honteuse presque, comme si l'on voulait révéler une partie de moi que je n'avais jamais autorisée à sortir. Mais j'ai accepté, et j'ai intitulé la série « Les femmes qui se relèvent ». Le jour de l'exposition, elles étaient toutes là. Lucille, les dames du jeudi, même l'ancienne institutrice du village. Et Victor, bien sûr. Droit, en veste en lin, les yeux brillants d'une fierté qu'il ne cachait pas. « Tu vois, Margot, a-t-il murmuré, ce n'est pas ce qu'ils nous ont fait qui nous définit, c'est ce qu'on en fait. » Et à ce moment-là, j'ai senti une larme chaude sur ma joue. Mais ce n'était pas une larme de douleur, c'était une larme de renaissance. Le lendemain de l'exposition, j'ai ouvert mes volets plus tôt que d'habitude. Le ciel était clair, l'air portait une odeur de printemps,
de lilas et de pain chaud de la boulangerie du coin. Je me suis surprise à marcher pieds nus jusqu'au jardin. Ce même jardin où des mois plus tôt, j'avais failli m'endormir pour de bon, après avoir bu un thé préparé par celui que j'appelais encore mon fils. Mais aujourd'hui, ce jardin n'était plus le théâtre d'un drame, c'était devenu un refuge, et ce matin-là, c'était un début, un recommencement, un souffle. J'ai installé une table sous l'érable, y ai posé mon carnet vierge et un pot de confiture maison. Puis j'ai écrit « À 75 ans, je n'attends plus d'être aimée comme une fille, une épouse ou une mère. J'apprends à m'aimer comme une femme entière. Et c'est suffisant. » Victor est passé l'après-midi avec une bouteille de vin blanc frais. Nous avons trinqué à l'ombre. Margot, j'ai réfléchi. Toujours dangereux, ça, ai-je plaisanté. Il a ri, puis s'est fait plus sérieux. Je pars 2 semaines en Dordogne, chez ma nièce. Elle veut me présenter ses petits-enfants. Mais j'aimerais. Il s'est arrêté. Puis a repris, la voix plus posée. J'aimerais que tu viennes avec moi. Pas comme plus que des amis. Pas comme un couple. Juste 2 êtres humains qui ont arrêté de se mentir à eux-mêmes. Je suis restée silencieuse un instant. Puis j'ai dit « Je viendrai. » Mais je garde mon carnet. Et je ronfle un peu, paraît-il. Il a souri. Alors je prends les bouchons d'oreille. Pendant ce temps, Julien m'a envoyé un autre message. Un simple email, cette fois. J'ai été embauchée à plein temps. Je vis dans un petit studio. C'est minuscule, mais j'ai accroché au mur ton vieux croquis de moi quand j'étais enfant. Celui où tu avais écrit au dos « Même un volcan endormi contient encore du feu. Je crois que je commence à comprendre ce que tu voulais dire. » Je n'ai pas répondu, mais j'ai imprimé le message et je l'ai glissé dans le carnet. Pas par nostalgie, par témoignage. Parce que le pardon, parfois, ce n'est pas une porte qu'on ouvre, c'est un verrou qu'on choisit de ne plus entretenir. La veille de notre départ pour la Dordogne, j'ai rédigé un testament définitif, pas par obsession de la mort, mais par respect pour la vie. Ma maison, comme promis, serait transformée en lieu d'accueil pour femmes isolées. J'ai légué mes toiles à la mairie, à condition qu'elles soient exposées dans un lieu public, accessible à toutes. Et j'ai laissé à Julien une boîte, pas d'argent, pas d'objet de valeur, seulement les photos de nous deux, avant l'ombre, avant le poison, avant la distance, avec une simple note. Je t'ai aimé assez fort pour survivre à ce que tu m'as fait, et assez librement pour ne pas t'attendre. Si un jour tu veux te souvenir de qui tu étais, ouvre cette boîte. Mais si tu préfères devenir quelqu'un de meilleur, referme-la et vis. La Dordogne m'a accueillie comme une vieille amie oubliée. Avec ses collines ondulantes, ses marchés colorés, ses senteurs d'herbes coupées et de pain chaud. Victor avait loué un petit gîte en pierre, isolé mais lumineux, avec une terrasse donnant sur un champ de tournesol. Le silence y était profond, mais jamais pesant. Il avait une texture, une chaleur. Et pour la première fois depuis des années, je n'avais plus peur du silence. Nous vivions sans horaire. Un café au lever du soleil, un livre échangé en milieu d'après-midi, une bouteille ouverte à la tombée du soir. Rien n'était précipité. Rien n'était exigé. Victor m'a confié un soir, en regardant les étoiles, « Tu sais ce que j'aime le plus ici ? Dis-moi. » Le fait que ni toi ni moi ne cherchions à combler quoi que ce soit. On n'a pas besoin l'un de l'autre, mais on se choisit. C'est plus fort. J'ai ressenti une paix étrange en entendant ça. Parce que dans toute ma vie, j'avais été la mère, la femme, la nourricière, le pilier, jamais, la choisie sans condition. Un matin, alors que je me promenais seule dans un petit bois, je suis tombée sur une vieille cabane à moitié effondrée. Elle n'avait plus de toit,
mais tenait encore debout, vaille que vaille. Je me suis assise sur une souche et j'ai observé les poutres. Et j'ai compris quelque chose d'essentiel. On peut être cabossé, déformé, même fissuré, et quand même être debout. Et parfois, ce qu'on croit ruiné n'est qu'un début de nouvelle architecture. De retour au gîte, j'ai pris mon carnet et j'ai écrit « Je ne pardonne pas pour que tu sois en paix. Je pardonne parce que je mérite de dormir, enfin sans poison dans l'âme. » Puis j'ai rangé le carnet dans ma valise. Je savais que la vie à mon retour serait différente. Pas parce que les choses changeraient autour de moi, mais parce que j'avais changé dedans. Avant de partir, Victor m'a offert une petite boîte. À l'intérieur, un pinceau en bois ancien avec une inscription gravée. Pour peindre le reste de ta vie à ta manière. J'ai souri, puis je l'ai embrassé, doucement, sans hâte. Comme on ferme une porte sur le passé et qu'on ouvre une fenêtre sur une brise fraîche. À notre retour, j'ai trouvé un mot dans ma boîte aux lettres, écrit à la main, de Julien. Je ne viendrai plus frapper à ta porte, maman. Tu m'as donné assez. Trop, peut-être. Je voulais juste te dire que j'ai ouvert la boîte, j'ai pleuré, puis je l'ai refermée, et je suis retournée travailler. Je n'ai pas pleuré, j'ai souri, car c'était, peut-être, le plus bel acte d'amour qu'il m'ait jamais offert. Je suis rentrée à Gien, le cœur calme, le regard plus doux. La maison ne m'a plus semblé vide. Elle était toujours silencieuse, oui. Mais ce silence n'était plus une absence. C'était une présence pleine, offerte par toutes les femmes que j'avais été et que j'avais laissé vivre. J'ai repris mes habitudes, le club du jeudi, les tartes, les portraits. Mais tout avait changé, parce que moi, j'avais changé. Je n'attendais plus d'être reconnue. Je n'espérais plus que quelqu'un, quelque part, revienne me réparer. J'étais debout, stable et libre. Julien n'est plus revenu, et c'est bien ainsi. Il vit sa vie, et moi la mienne. Nos chemins ne sont plus liés par la douleur ni la dépendance. Ils ne s'opposent pas, ils ne se croisent plus, mais ils se respectent. C'est tout ce qu'une mère peut espérer après le chaos, que son enfant apprenne à marcher sans piétiner ce qu'elle est. 1 an plus tard, les jardins de Margot sont devenus une association reconnue. Nous accueillons désormais des femmes de toute la région. Certaines viennent juste discuter, d'autres fuient un mari, un fils, une solitude. Toutes repartent avec quelque chose en plus. Un pain chaud, un regard ou juste une chaise sur laquelle personne ne les juge. Et chaque jeudi, je prends le carnet et je lis un extrait. Parfois le mien, parfois celui d'une autre. Parce que nos histoires, dites à haute voix, cessent d'être des chaînes, elles deviennent des ponts. Victor vient toujours, pas chaque jour, mais souvent. Et quand il n'est pas là, il me laisse une fleur sur la boîte aux lettres. Une seule, jamais la même. Il dit que c'est sa façon de me dire qu'il pense à moi sans m'imposer sa présence. Et moi, je garde toutes ces fleurs séchées dans un vieux cahier, entre les pages comme des respirations suspendues. Parfois, je m'assois sur le banc du jardin, là où l'ombre est douce, et je ferme les yeux. Je pense à tout ce que j'ai perdu, mais plus souvent encore, je pense à tout ce que j'ai décidé de garder. Mon nom, mon histoire, ma force, mon silence, et surtout, ma voix retrouvée. Parce qu'au fond, la plus belle victoire, ce n'est pas d'avoir été aimé, c'est d'avoir réappris à s'aimer, même quand le monde entier vous a abandonné. Et si c'est ça, vieillir, alors oui, je veux vieillir ainsi, debout, libre et pleine de ce que j'ai choisi de devenir.